Bon, on va pas vous dessiner un état de l'art de la démocratie ouverte en 2010. En une dizaine de minutes, ce serait un petit peu ambitieux de notre part. C'est un sujet qu'on travaille avec Francis depuis plusieurs années maintenant. Et nous sommes, voilà, on produit, on va produire pas mal de choses sur le sujet dans les mois et les années qui viennent. On a eu la chance de pouvoir aller notamment à Washington, interroger les équipes de Barack Obama, mais aussi les équipes de son candidat malheureux, John McCain. Et bien sûr, c'est quand même à partir des États-Unis et de l'expérience américaine que je voudrais ouvrir ces quelques considérations. Il me semble que c'est aujourd'hui non pas le pays du monde sur lequel le sujet a le plus avancé, puisque selon les Nations Unies, ce serait la Corée du Sud qui serait le pays leader en matière de démocratie ouverte. Mais enfin, bon, les États-Unis arrivent en deuxième position, d'ailleurs juste devant le Canada et le Royaume-Uni, toujours selon les Nations Unies, leur index du e-gouvernement 2010. Donc on voit quand même que les pays anglo-saxons semblent avancer fortement sur ce sujet. Alors, si je dois résumer, et donc pardon de la caricature, ce qui se passe aux États-Unis, je dirais qu'il y a deux grands axes. Le premier axe, c'est évidemment tout ce qui va concerner la transparence et les outils de la transparence, c'est les données ouvertes. Alors, le vice-président de la région Île-de-France nous a dit, bien sûr, nous y travaillons, nous allons y arriver, ça pose des problèmes, etc. Je pense que les États-Unis sont en train d'adopter une optique un petit peu différente, qui me semble intéressante, c'est on publie tout, ou presque, et finalement, ce qu'on ne publie pas, ça va être un Wikileaks, par exemple, qu'il publie à notre place. Donc, finalement, on commence à voir que ces données, qui sont certes compliquées, certes hétérogènes, certes souvent absconses, difficiles à comprendre, eh bien, on les publie. Et finalement, c'est aux citoyens d'en faire ce qu'ils voudront. Alors, on les publie. C'est une initiative qui a été lancée en mai 2009, sur un site qui s'appelle data.gov. En mai 2009, il y avait un jeu de 47 types de données disponibles. Un an plus tard, en mai 2010, on est déjà à 250 000 types de données qui sont disponibles sur le site. C'est des millions et des millions et des millions de données qui sont aujourd'hui disponibles, utilisables par tous. Alors je dirais ça c'est la première brique. Quand on se balade sur le site, on trouve des choses un peu vides parfois, mais c'est la première brique. La deuxième brique, c'est tout ce qui concerne l'open government, et là c'est beaucoup plus compliqué. Parce que faire un gouvernement ouvert, alors les caractéristiques c'est quoi? C'est plus collaboratif, plus participatif et évidemment plus transparent. Oui, plus collaboratif, plus participatif, ça veut dire que les citoyens s'engagent, ça veut dire que les gens participent. Et donc, voilà, il y a effectivement un certain nombre de sites. Par exemple, je vous invite à regarder challenge.gov. Challenge.gov, c'est un site du gouvernement américain sur lequel le gouvernement vous invite à challenger le gouvernement sur des projets. Et des administrations américaines lancent des projets, proposent des projets, certains avec même des financements, et vous proposent de participer à ces projets. C'est encore un peu vide, très franchement. Et on voit bien que le process qui consiste à faire du gouvernement collaboratif est un process qui est long, qui nécessite que tout le monde s'engage, à la fois le gouvernement, mais à la fois aussi les citoyens. Alors maintenant, si je prends un tout petit peu de hauteur et je me demande, mais finalement, de quoi on parle quand on parle de open democracy? D'abord, on ne parle pas complètement que de open government. Le gouvernement ouvert, c'est ce que fait Barack Obama. C'est des outils, c'est une façon de gouverner. C'est pas simplement un gouvernement ouvert. Tim O'Reilly définit ça comme c'est ce qui se passe quand on a un gouvernement qui est une plateforme, où on permet l'utilisation des outils du gouvernement sur une plateforme, sur laquelle, on va dire, les citoyens et les gouvernements peuvent construire des choses ensemble et participer, plutôt que de prendre ça comme un distributeur automatique. Donc c'est l'idée,
On n'a plus le distributeur automatique, hein, c'est le gouvernement comme distributeur automatique, je te distribue des papiers, je te distribue des subventions, je te distribue des politiques, mais on le crée comme une plateforme. Et je pense que c'est aujourd'hui là qu'on en est, plateforme, et de plus en plus, on voit pas mal d'applications arriver, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, et Francis, c'est un peu ce que tu vas essayer d'illustrer avec des concepts qu'on voudrait vous introduire auprès de vous aujourd'hui. Bonjour, il faut aller vite maintenant. Je voulais partir de deux anecdotes qui sont intéressantes. La première, au Nigeria, Goodluck Jonathan a utilisé Facebook pour annoncer sa candidature. C'est la première fois qu'un président en exercice le fait. La deuxième, en Chine, le quotidien du peuple a ouvert un babillard sur lequel la population est appelée à communiquer directement avec le gouvernement. Ça reste timide, c'est surtout extrêmement symbolique. En fait, Goodluck Jonathan fait quelque chose de classique. Il passe par-dessus le parti pour s'adresser directement aux gens. Et Hu Jintao et le PC chinois continuent à faire de la communication. En fait, sur le problème du babillard, la communication se fait du bas vers le haut, mais il n'y a pas le droit de réponse. Donc, ils ont fait que les pas les plus faciles. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils reconnaissent la possibilité de relations directes avec les gens et que ceux-ci sont des pas petits mais intéressants. En fait, le vrai changement, c'est quand les gens s'organisent eux-mêmes. Et je voudrais assez rapidement vous rappeler le travail de Clay Shirky sur la possibilité de s'organiser sans organisation, qui me paraît essentiel. Son idée fondamentale, c'est que la réduction des coûts de transaction facilite la création de groupes et que ça ne fonctionne plus comme avant. Ça part d'une théorie économique qui est celle de Ronald Coase, exprimée en 1937. Les firmes baissent les coûts de transaction pour la constitution des groupes. Ça leur donne un avantage économique par rapport au marché, mais les firmes ont elles-mêmes des coûts de management, et donc il y a un plafond à partir duquel la firme cesse d'être efficace, et c'est le marché qui redevient efficace. Cherki révèle l'existence d'un plancher, et la citation que j'ai retenue, c'est « Maintenant qu'il est possible d'établir de la coordination à grande échelle et à bas prix, une troisième catégorie a émergé qui permet d'entreprendre un travail sérieux et complexe, sans direction institutionnelle. Des groupes coordonnés souplement peuvent maintenant réaliser des choses qui se trouvaient jusqu'à présent hors de portée de toute structure d'organisation. » L'exemple le plus simple, l'exemple qu'il donne, c'est celui des photos qu'on met sur Flickr. Flickr est une plateforme, ce que vient de dire Dominique, et les gens mettent les tags et à partir de là, il y a la constitution. Les gens trouvent du sens et grâce au fait que c'est une plateforme technologique ouverte. Je terminerai. Alors, la conclusion de Shirky qui est intéressante, c'est que nos outils sociaux ne sont pas une amélioration pour la société moderne, ils sont un défi. Et je voudrais terminer en passant sur quelque chose d'important, c'est de quelle modernité parlons-nous quand on parle de démocratie ouverte ? Et en fait, de quoi parlons-nous quand nous parlons de liquidité ? Pour nous, la liquidité est un concept essentiel qui nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, 4 points. Par liquide, nous entendons que les réseaux sont investis d'une importance croissante. Par liquide, nous entendons qu'il faut s'intéresser aux flux plus qu'aux nodes dans les réseaux. Les nodes se visualisent vraiment bien dans une topographie, mais ne nous disent pas ce qui se passe. Par liquide, nous entendons que les catégories sont moins étanches. Et par liquide, nous entendons le passage d'une époque à une autre, définie par Zygmunt Bauman, que je vous conseille vraiment de lire, dans les termes suivants. La modernité est en train de passer de la phase solide à une phase liquide, dans laquelle les formes sociales ne peuvent plus et ne sont plus censées se maintenir durablement à l'état, parce qu'elles se décomposent en moins de temps qu'il leur en faut pour être forgées et se solidifier. Il en résulte, et c'est par ça que nous voudrions terminer, un transfert de responsabilité. Pour Ulrich Beck, une des caractéristiques de la modernité, entre parenthèses, solide, est que nous sommes appelés à donner des réponses individuelles à des problèmes systémiques. Une des caractéristiques de la modernité liquide semble que le boulot peut être fait de prise en charge par les réseaux à contours flous et objectifs temporaires limités. L'ouverture, celle des réseaux, celle des gouvernements, celle de la société en général, semble donc être une condition sine qua non de leur fonctionnement et de la démocratie ouverte. Merci beaucoup, on était un peu long, mais...